organisé avant la fin de l'année. Est-ce qu'avant de prendre cette décision, vous avez dû convaincre beaucoup de vos partisans qui vous demandaient de rester? Vous savez, aujourd'hui, cette décision a été vraiment très très difficile à avaler pour mes partisans, mais je leur ai dit que je poursuivrai et que je resterai toujours à leur côté. Et même si vos partisans reviennent à la charge dans les mois qui viennent, vous ne changerez pas d'avis? Je suis un homme de parole et je ne changerai pas d'avis. Et est-ce que les anciens présidents pourront être candidats? Écoutez, les anciens présidents ont marqué leur mauvaise foi et puis ils ont conduit le pays à la pauvreté. Donc je ne pense pas que c'est une bonne solution que les anciens présidents se présenteront pour ces élections présidentielles. Mais si par exemple Marc Ravalomanan souhaite rentrer à Madagascar et se présenter, qu'est-ce qui lui arrivera? L'ancien président, aujourd'hui, il est jugé et il est condamné par la justice. Donc la loi ne lui permet pas de se présenter aux élections présidentielles. La situation en Égypte s'est aggravée ces dernières semaines et il faut le dire, rien n'est jusque-là résolu. Les islamistes égyptiens et l'opposition de gauche et libérale ont appelé à manifester mardi dernier, les premiers pour soutenir et les seconds pour rejeter le référendum du 15 décembre prochain sur le projet de constitution faisant craindre de nouveaux affrontements. Pour l'heure, les États-Unis d'Amérique de Barack Hussein Obama soutiennent mordicus le régime de Mohamed Morsi, arrivé au pouvoir en juin dernier après la chute de Hosni Moubarak. Maria Somta, reportage. La crise égyptienne amorcée il y a plus de 2 semaines a déjà donné lieu à des heurts entre sympathisants et détracteurs du président islamique Mohamed Morsi. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, des pros et anti-Morsi s'étaient affrontés aux abords du palais présidentiel, faisant 7 morts et des centaines de blessés. Le 9 au soir, une coalition de 13 partis islamiques, comprenant les frères musulmans dont issus de Mohamed Morsi, a lancé un appel à manifester mardi sous le slogan « Oui à la légitimité et oui au consensus national », a annoncé le porte-parole du mouvement. Cet appel est intervenu quelques minutes après que le Front du Salut national, principale coalition de l'opposition, a appelé lui aussi à des rassemblements mardi. Le Front appelle à manifester dans la capitale et dans les provinces mardi en signe de refus de la décision du président. Le Front s'était réuni dans l'après-midi au Caire pour s'accorder sur la réponse à apporter à la décision de Mohamed Morsi de maintenir le scrutin et d'annuler un décret lui conférant des pouvoirs étendus. Sous l'œil de l'armée qui a sommé opposants et pouvoirs de dialoguer, Morsi a annulé samedi soir ce décret parce qu'il avait placé ses pouvoirs au-dessus de tout recours en justice et l'a remplacé par un autre ne contenant pas cette disposition très décriée. Il a en revanche maintenu le référendum du 15 décembre, son champ expliquant qu'un report était juridiquement impossible. La loi stipule en effet que le référendum doit se tenir 2 semaines après la remise du texte au chef de l'État, ce qui a été fait le 1er décembre. L'opposition estime que le projet de constitution ouvre la voie à une islamisation accrue de la législation et manque de garanties pour les libertés. Dimanche, plusieurs avions ont survolé les capitales égyptiennes à basse altitude et des centaines de protestants ont manifesté près du palais situé à Héliopolis. Cette semaine également, nous avons appris que la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a annulé en raison d'un virus gastrique son voyage prévu cette semaine au Maroc, où elle devait participer à une réunion sur la Syrie, puis en Tunisie et à Abu Dhabi, a annoncé lundi soir son conseiller au département d'État. Le chef de la diplomatie américaine ne s'est pas rendu comme prévu mercredi à Marrakech pour la réunion internationale des amis du peuple syrien, ni à Tunis le lendemain et aux Émirats arabes unis. Hier, vendredi, a indiqué dans un courrier électronique le principal conseiller porte-parole de Mme Hillary Clinton, Philippe Reynes. Le conseiller avait annoncé dimanche soir que la secrétaire d'État souffrait d'un virus gastrique, l'obligeant dans un premier temps à simplement repousser de lundi à mardi son départ de Washington vers Marrakech. En l'absence de Mme Hillary Clinton, c'est le secrétaire d'État adjoint William Burns qui fera le voyage au Maroc pour la réunion des amis du peuple syrien, a précisé M. Reynes. Non loin de là, en Algérie, la présidence française a annoncé mardi que le président français François Hollande se rendra en visite officielle en Alger et Tlemcen.
en République algérienne les 19 et 20 décembre prochains. Selon un communiqué de l'Élysée, le président français aura un entretien avec son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Les deux présidents doivent signer une série d'accords bilatéraux lors de la première visite du président Hollande dans ce pays de l'Afrique du Nord. Dora Nutio, reportage. En octobre, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avait déclaré que les deux pays voulaient conclure un partenariat stratégique lors de la visite du président Hollande. L'Algérie est favorable à une relation forte et dynamique avec la France, fondée sur la densité des liens et les nombreux intérêts qui unissent nos deux pays, et nous espérons que l'arrivée aux responsabilités de M. Hollande va marquer une nouvelle étape dans nos relations bilatérales qui sont appelées à s'approfondir, a indiqué son président Abdelaziz Bouteflika à quelques jours de la visite à Alger les 19 et 20 décembre du président français. Les deux pays veulent un partenariat d'exception et ces formes importent peu finalement. C'est sa consistance qui est essentielle, a souligné Bouteflika en réponse à une question sur l'abandon d'un traité d'amitié sur lequel il s'était entendu en 2003 avec le président d'alors, Jacques Chirac. Les relations franco-algériennes en dents de scie, depuis 1962, ont connu des grincements sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui s'est achevé en mai dernier, bien que le volet économique n'ait jamais été absent de ces liens. La France est le premier fournisseur de l'Algérie et son quatrième client derrière l'Italie, les États-Unis et l'Espagne. Et les Français, avec 450 entreprises présentes dans ce pays, sont les premiers investisseurs hors hydrocarbures. Nous voulons relever le défi de construire un partenariat qui résiste aux contingences et qui dépasse les seules relations commerciales où chacun réduit l'autre à un débouché, souligne Bouteflika, qui insiste sur une intensification du dialogue à tous les niveaux et un partenariat gagnant-gagnant avec un accompagnement dans le processus de développement économique, social et humain. Le président algérien veut aussi transcender beaucoup de pesanteurs qu'il n'a pas définies mais qui comprennent les 132 ans de colonisation française et la guerre ayant abouti à l'indépendance il y a 50 ans cette année. Évoquant ce demi-siècle d'histoire, le chef d'État algérien a déclaré qu'il ne pouvait que réaffirmer l'obligation pour l'Algérie et la France de travailler ensemble tant leurs interdépendances sont nombreuses. Nous avons une responsabilité devant nos peuples, a-t-il affirmé. Plus d'un demi-million d'Algériens vivent en France et des centaines de milliers d'autres ont la nationalité française. Sans évoquer la repentance de la France, pourtant réclamée par certains Algériens, Bouteflika met l'accent, comme il l'a déjà fait ces derniers mois, sur l'avenir. Nous devons tirer les enseignements de notre expérience passée pour corriger, plus dans l'action, plus la trajectoire d'une coopération et d'un partenariat toujours perfectible, a-t-il dit. Dans ce reportage, c'était plutôt grâce nature Tiasa. On parle également de cette brève qui nous vient de l'Union européenne avec le prix Nobel de la paix qui est vraiment controversé cette année. Les chefs d'État et de gouvernement européens se sont réunis à Oslo cette semaine pour recevoir la prestigieuse distinction. L'Union européenne, qui vit douloureusement la pire crise de son histoire, a reçu le lundi 10 décembre 2012 à Oslo le prix Nobel de la paix. Le prix a été décerné pour son rôle dans la transformation d'un continent de guerre en continent de paix. Les chefs d'État et de gouvernement européens qui ont fait le déplacement d'Oslo se sont vus attribuer le prix Nobel de la paix. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement européens, dont le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel, étaient présents. Le président du comité Nobel norvégien Thorbjørn Jagland a dit qu'il faut sauvegarder ce qui a été gagné et améliorer ce qui a été créé pour nous permettre de résoudre les problèmes menaçant la communauté européenne. Aujourd'hui, c'est la seule façon de résoudre les problèmes provoqués par la crise financière, a-t-il précisé. Thorbjørn Jagland a remis le prix aux représentants des trois principales institutions européennes, les présidents du Conseil Herman Van Rompuy, de la Commission José Manuel Barroso et du Parlement Martin Schulz. Thorbjørn Jagland a été clair, nous ne sommes pas rassemblés ici aujourd'hui avec la conviction que l'Union européenne est parfaite. Nous sommes rassemblés avec la conviction que l'on doit résoudre nos problèmes ensemble, a-t-il indiqué avant d'ajouter « Ensemble, nous devons faire en sorte de ne pas perdre ce que nous avons construit sur les ruines des deux guerres mondiales », a-t-il souligné. Le comité Nobel a récidivé en attribuant un autre prix Nobel de la paix en coloration, il faut le dire à coloration politique. Ce prix rappelle à certains égards le prix Nobel de la paix attribué au président américain Barack Hussein Obama, c'était en 2009.
Aux États-Unis et surtout en France, on parle toujours de DSK, de ministre Strauss-Kahn et surtout de Nafissatou Diallo. Lors d'une brève audience au tribunal du Bronx à New York, un accord financier confidentiel a été annoncé. Un accord dont on ne connaît pas le montant entre l'ancien patron du Fonds monétaire international et la femme de chambre du Sofitel Hotel qui l'accusait d'agression sexuelle. Dominique Strauss-Kahn n'était pas présent à l'audience. Nafissatou Diallo, que l'on n'avait pas vu depuis l'été 2011, elle était présente à l'issue de l'audience. Elle a remercié Dieu et tous ceux qui l'ont soutenu à travers le monde. Dora Nutio, reportage. Lors d'une brève audience au tribunal de Bronx à New York, un accord financier confidentiel a été annoncé. Un accord dont on ne connaît pas le montant entre l'ancien patron du FMI et la femme de chambre du Sofitel qui l'accusait d'agression sexuelle. Dominique Strauss-Kahn n'était pas présent à l'audience. Nafissatou Diallo, que l'on n'avait pas vu depuis l'été 2011, elle était présente. L'audience fut très courte, 5 minutes à peine, le temps pour le juge Makéon d'annoncer qu'un accord avait été conclu dans son bureau quelques minutes avant l'audience. Un accord qui en fait était en négociation depuis plusieurs mois. Les deux parties étaient favorables à une entente à l'amiable. C'est ainsi que s'achèvent d'ailleurs plus de 80% des dossiers qui arrivent sur le bureau du juge aux États-Unis. Le magistrat a donc annoncé la signature de cet accord, précisant que les deux parties s'étaient accordées pour que le montant de la transaction financière reste confidentiel. Et puis le juge Makéon a remercié les protagonistes de cette affaire, soulignant même l'affection qu'il avait pu développer pour ceux avec lesquels il avait travaillé. En sortant, Nafissatou Diallo a brièvement remercié tous ceux qui l'ont soutenu à travers le monde. Je remercie Dieu et que Dieu vous bénisse tous, a-t-elle ajouté. Nafissatou Diallo est une femme courageuse qui n'a jamais perdu confiance dans notre système judiciaire. Avec ce règlement, elle peut maintenant continuer sa vie, a ensuite déclaré son avocat Kenneth Thompson. Dans un communiqué, les avocats de DSK, muettes aux sorties de l'audience, se sont dit satisfaits d'être parvenus à un règlement dans cette affaire. Oui, nous allons en tout cas y revenir dans les quelques jours à venir. On va faire un petit tour du côté du Venezuela avec cette brève. Le président vénézuélien Hugo Chavez est arrivé lundi dernier à La Havane après l'annonce d'une nouvelle récidive de son cancer décelé il y a 18 mois et de la désignation de son dauphin, témoignant de la gravité de son état de santé à une semaine d'élections régionales. Dans un bref discours prononcé devant quelques ministres et hauts gardés au palais présidentiel de Miraflores à Caracas, le chef de file de la gauche latino-américaine a aussi tenu à mettre en garde ses compatriotes contre toute tentative de déstabilisation du pays en son absence. Madame, monsieur, si vous venez juste de nous rejoindre, vous n'avez absolument rien perdu de votre magazine d'information Le Monde dans 60 minutes qui se déroule sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Media tous les samedis entre 7h, 8h, heure d'Afrique centrale, 6h, 7h, heure GMT. La seconde partie de cette édition de votre magazine d'information est réservée à la presse écrite et cette semaine, nous nous sommes spécialement intéressés à la presse écrite européenne. Dans un instant, la revue de la presse. Nous allons parcourir toute la semaine avec tous les quotidiens et journaux européens. Nous allons commencer bien sûr avec le quotidien français catholique La Croix le lundi, bien sûr, ce lundi, et qui est le quotidien français qui affirmait que lutter contre la pauvreté par temps de crise, ce n'est pas chose facile. Le journal soulignait qu'une conférence sur l'exclusion se tenait en tout cas lundi et mardi dans la capitale française. L'association en attendait beaucoup alors que les moyens manquaient encore. Le journal fondé par Jean Jaurès, l'Humanité, s'était intéressé aux jeunes et la pauvreté et notait que c'est la précarité qui est en accusation. Les moins de 25 ans et les enfants sont les plus touchés par l'aggravation de la crise et de la misère. Le quotidien avait eu un entretien avec Agnès Nathan du CGT à l'ouverture de la conférence nationale contre la pauvreté qui a débuté le lundi même. Sujet que vous deviez retrouver en tout cas en page 2 de l'Humanité, qui dans sa page 11 nous disait qu'après le premier recul de Morsi, l'opposition maintenait la pression. L'armée égyptienne
est intervenu jeudi directement dans le bras de fer entre pro et anti-Morsi. Des chaos, il faut le dire, des chars ont été déployés devant le palais présidentiel qui avait été le théâtre d'affrontement. Les commentateurs craignaient en tout cas une nouvelle immixtion de l'armée dans le pouvoir égyptien et constataient l'échec de la présidence de Morsi. L'Humanité avait fait en tout cas lundi dernier un reportage à Florange où les salariés d'ArcelorMittal n'acceptaient pas la trahison. Ouest France, le même lundi, révélait qu'un Français sur 8 vit dans la pauvreté. Tous n'en sont pas affouillés dans les poubelles, écrivait le journal, mais 8,6 millions de Français vivent toujours sous le seuil de pauvreté, soit 1 904 € pour une personne seule. La conférence qui s'est ouverte lundi à Paris devait déboucher en tout cas sur un plan de lutte quinquennale. En page 2 de Ouest France, c'est Berlusconi qui repartait en campagne. Les Italiens voulaient en tout cas retourner aux urnes pour élire leurs députés. Le président du Conseil, Mario Monti, avait annoncé le même jour sa démission imminente. Dans le même temps, Silvio Berlusconi s'était dit prêt à revenir gouverner le pays. Libération parlait du retour de la momie et affirmait que Berlusconi revient en politique et précipite le départ de Monti au risque de prolonger et surtout de plonger dans le chaos l'Italie puis la zone euro. Le quotidien français de l'économie, Les Échos, parlant du chaos, trouvait que l'Italie est dans la tourmente et indiquait que 2 coups de théâtre ont secoué la vie politique italienne le week-end écoulé dans la foulée du retrait du soutien parlementaire du parti de Silvio Berlusconi au gouvernement Monti jeudi dernier, ainsi lâché par le Cavaliere qui a officialisé samedi sa décision de se présenter pour la 6e fois au suffrage des Italiens. Le président du Conseil a immédiatement annoncé son intention irrévocable de démissionner une fois adopté le budget 2013. Cette véritable rupture précipite des élections anticipées qui pourraient se tenir dès le 10 février prochain. Berlusconi justifiait son retour par le bilan économique désastreux de son successeur. Les Échos notaient qu'en décidant de démissionner, Mario Monti mettait au pied du mur en lui faisant porter la responsabilité de la crise gouvernementale et il prenait ainsi de court le Cavaliere. Alors que son parti en est à 18% des intentions de vote, la donne politique italienne s'en trouve ainsi complètement rebattue, orientant Monti vers une alliance avec le centre-gauche. Le retour de Berlusconi en politique ne plaisait pas en tout cas à la Nouvelle République dont la une de lundi expliquait tout. Au secours, Berlusconi revient pour le journal. Le retour de Berlusconi aux affaires gâchera en tout cas la nouvelle donne de l'Union européenne. Pour le Figaro, la prochaine campagne électorale en Italie va se dérouler sous le signe du populisme. Silvio Berlusconi fera tout pour reconquérir le pouvoir. Mario Monti, particulièrement apprécié dans les instances européennes, il faut le dire, a annoncé sa démission. À sa une, le Figaro s'interrogeait également. 43 000 nouveaux professeurs, pourquoi faire? Le journal relevait que, comme le président français François Hollande s'y était engagé avant la présidentielle, le gouvernement a lancé une grande campagne de recrutement dans l'éducation nationale. Sud-Ouest, le journal de Bordeaux Rive-Gauche, a constaté des troupes en ordre de retour. Le journal a effectué un reportage sur l'un des derniers vols rapatriant les forces combattantes avec des soldats de la région et le ministre Le Drian qui précisait en tout cas le coût de 11 ans de mission. Sud-Ouest avait noté également le même lundi la fin de partie entre DSK et Nafissatou Diallo. Un pénaliste américain a expliqué dans les colonnes du journal les dessous de l'accord financier qui devrait être négocié, en tout cas qui devait être négocié lundi dernier entre les deux parties, que cette issue arrange bien. Le quotidien de la capitale française, Le Parisien, relevait lundi que selon un sondage, la confiance dans les génériques s'érode. Les Français sont d'autant plus sceptiques que ces médicaments sont pour l'essentiel fabriqués à l'autre bout du monde dans des conditions difficilement contrôlables. D'où la une du journal générique, la crise de confiance. Le Parisien nous affirmait lundi également que l'acteur français Gérard Depardieu s'est installé en Belgique. En Belgique justement où nous allons tout de suite avec la une de la Libre Belgique dans son édition spéciale de lundi s'intéressait aux droits de l'homme et donnait la parole aux sans-voix. La Libre est allée faire un tour dans les coulisses d'un Nobel controversé et notait que rarement un prix Nobel de la paix n'a été aussi controversé. L'attribution de la prestigieuse récompense accordée depuis 1901 en mémoire de l'inventeur suédois de la dynamique Alfred Nobel à l'Union européenne a suscité bien des débats dans un royaume profondément divisé depuis des décennies sur l'Europe. Le choix du prix Nobel de cette année est une farce. Un non-sens pour les uns, une reconnaissance méritée qui n'a pas trop tardé pour les autres, écrivait le journal belge lundi. Seul un Norvégien sur 4 s'est déclaré favorable à ce choix annoncé en octobre par le comité Nobel, selon une enquête de Response Analyse publiée par le quotidien de référence Aftenposten. Pas moins de 37% y sont opposés et le reste est sans opinion. Et puisqu'on parlait de Gérard Depardieu qui s'est installé en Belgique, le quotidien belge Dernière Heure
confirme cette information que Depardieu est résident belge. Depuis quelques jours donc, Gérard Depardieu est officiellement résident belge, un statut qui lui permettra de bénéficier du régime fiscal très favorable que le pays réserve aux grosses fortunes. En Suisse, la Tribune de Genève rapportait une célébration et notait que l'Escalade fête son 410e anniversaire avec le cortège historique. La compagnie de 1602 clôt en apothéose la commémoration de la victoire des Genevois sur le duc de Savoie. Le quotidien relevait que près de 800 personnes en costume d'époque y ont participé à l'imposant cortège de l'Escalade a parcouru la ville dimanche en fin d'après-midi devant une foule de Genevois et de visiteurs. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté à cette fin de semaine à ce qui est devenu un must des fêtes de fin d'année à Genève, la capitale suisse. En Allemagne, le quotidien Rothaler Eisinger indiquait qu'avec 93,5% pour Pierre Steinberg, qui a été officiellement choisi par le SPD dimanche dernier 9 décembre, comme candidat à la chancellerie allemande avec 93,5% des voix. L'ancien ministre des Finances aura donc la lourde tâche de reconquérir le pouvoir lors des législatives de septembre prochain. À Hanovre, où son parti était réuni en congrès, il a voulu donner le ton de sa campagne vers plus de justice sociale. En Italie, le quotidien La Stampa n'avait pas raté la crise qui secoue le gouvernement. Le journal affirmait que le pays se prépare à des élections anticipées. Après 2 coups de théâtre successifs, l'exubérant Silvio Berlusconi est prêt à revenir gouverner le pays et son successeur, l'austère Mario Monti, a annoncé sa démission imminente, soulignait le journal. Même en Autriche, Monti faisait parler de lui. Le journal autrichien, dans sa photo à sa une, nous montrait en tout cas qu'un homme qui n'a pas de choix, il faut le dire, que de démissionner après avoir soutenu que pendant le gouvernement, Monti, en pleine crise des marchés, le magnat de la télévision, amateur de jolies femmes, réputé pour ses rodomontades, ses plaisanteries et son ego, a ainsi lâché rigoureusement le professeur d'économie Mario Monti. On parle là avec le quotidien D-Press. On va terminer la journée de lundi avec le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien qui rapportait la victoire de Tampon qui a remporté la Coupe de la Réunion par 1-0 face au Saint-Denis FC. La tamponnaise quand même, pouvait-on lire à la une de ce journal. Le mardi 11 décembre dernier, on démarre immédiatement avec un autre quotidien, cette fois-ci avec le quotidien français de l'économie, Les Échos, qui nous disait pourquoi les marchés prêtent à perte à la France. Selon Les Échos, la France a levé près de 6 milliards d'euros lors d'une adjudication de bons de trésor. Et ces taux d'emprunt sont ressortis négatifs sur les 3 lignes de ternition. Cela signifie, indiquait le journal, que les investisseurs sont prêts à perdre de l'argent en plaçant leurs avoirs sur la dette française. Ainsi, les opérateurs qui ont prêté 1,293 milliards d'euros au taux de 0,012% à 1 an récupéreront 150 000 euros de mois en novembre 2013. Et ce sans même prendre en compte l'inflation. Les Échos notaient que la France n'avait jamais bénéficié de conditions de financement aussi favorables. On a encore touché un plus bas de l'histoire sur les emprunts à 10 ans à 1,91%. Il faut dire que les conditions étaient réunies pour que la dette française soit recherchée pour la démission de Mario Monti également en Italie a agi comme une piqûre de rappel sur les marchés. La situation des pays périphériques de la zone euro reste précaire et la résolution de la crise encore largement dépendante de facteurs politiques. Les Échos relevaient que la journée a été marquée par une vive remontée des taux des Italiens et une fuite vers les emprunts d'État les plus sûrs et surtout les plus liquides. C'était à dire en tout cas dans les colonnes du quotidien français de l'économie, Les Échos. Parlant de Il Professeur, et on parle là de Mario Monti, il faut aller en page 2 et 3 du quotidien Le Monde pour le trouver. C'était en page 2 et 3 de la revue, en tout cas, du quotidien Le Monde. Ce dernier, selon le journal, n'a pas dit son dernier mot alors que Silvio Berlusconi mène le combat de trop. Mario Monti garde toutes les cartes en main, soulignait le journal lundi. Le Monde, dans ses colonnes et à sa une, nous affirmait que ce mardi, que l'économie chinoise rebondit, la deuxième économie mondiale, accélérait ainsi après plusieurs trimestres de ralentissement. Le quotidien français notait que la croissance de la production industrielle est repassée au-dessus de 10% en novembre.
Interrogation sur les signes d'ouverture du nouveau numéro 1 chinois Xi Jinping. Le Figaro affirmait mardi matin que le départ annoncé de Monti inquiète l'Europe. La une du Figaro était consacrée au président français. Après les 3 élections partielles, selon le journal, les mauvais scores du PS dans les 3 législatives partielles de ce week-end inquiétaient en tout cas sérieusement la majorité. Dans les rôles, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, les candidats de droite devaient sortir gagnants à l'issue du second tour. Les socialistes, incapables de profiter de la guerre des chefs à l'UMP, s'interrogeaient encore mardi sur cette sanction des électeurs 6 mois après l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Une sonnette d'alarme à 1 an des élections municipales, d'où la une du Figaro, Hollande, la sanction. On va continuer avec la journée de mercredi. Il faut le dire, on n'a pas cessé de parler de pauvreté tout au long de cette semaine du côté de la France. Il faut le dire, cette pauvreté qui touche 8,6 millions de personnes. Et c'est le cas de Libération mercredi qui lançait un SOS et indiquait tout simplement que pour combattre la hausse inexorable de la misère en France, le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault a proposé un ensemble de mesures relevant les minima sociaux. La Croix du Nord, édition de Lille, relevait que ce sont 2 milliards d'euros qui seront débloqués pour lutter contre la pauvreté. Coup de pouce au RSA, aide au logement, à la santé ou aux jeunes en difficulté. Le gouvernement a lancé son plan de lutte contre la pauvreté qui coûtera plus de 2 milliards d'euros sur 5 ans. Le quotidien de Marseille, la Marseillaise, pensait que c'est encore un autre plan insuffisant. Le journal marseillais relevait mercredi que face à une pauvreté grandissante et devant un phénomène qui touche aujourd'hui un Français sur 8 et face aux dégâts que va encore amplifier l'austérité, les moyens financiers pour soutenir cette ambition apparaissent bien maigres. Le Figaro n'a pas lâché cette affaire mercredi et titrera sa grande une. Hausse du RSA, extension de la CMU, 2,5 milliards d'euros d'allocations non financées. Redressement de 10% du revenu de solidarité active, on parle là du RSA. 100 000 contrats à destination des jeunes, sans diplôme, relèvement du plafond de la couverture maladie universelle. Lors de la clôture de la conférence nationale contre la pauvreté mardi, Jean-Marc Ayrault a annoncé le renforcement de plusieurs dispositifs d'aide aux plus démunis qui coûtera 2,5 milliards d'euros au compte public d'ici à 2017. Le gouvernement compte financer son plan anti-pauvreté par des ressources nouvelles dont certaines pourraient provenir de la poche des ménages, écrivait le Figaro mercredi. À ce propos, Matignon a annoncé également des économies à venir sur le budget de l'État sans toutefois en préciser l'origine. Le Figaro pensait qu'avec ces nouvelles mesures, ce sont désormais 60 milliards qu'il faudrait trouver d'ici à 2017 pour tenir l'objectif d'équilibre budgétaire. On va continuer avec la journée de jeudi. Nous avons seulement pris quelques 2 journaux encore pour cette journée de jeudi, puisque le temps nous est souvent imparti. Une fois n'est pas coutume, il faut le dire, le quotidien français de l'économie Les Échos qui nous disait jeudi que les contraintes s'accumulent sur le budget 2013, alors que la prévision de croissance est jugée optimiste. Le respect du gel des dépenses de l'État français s'annonce difficile à respecter, écrivait le journal jeudi, qui notait par ailleurs que la France va en effet voir sa contribution au budget européen augmenter de 837 millions d'euros l'an prochain à 20,43 milliards en dérapage, il faut le dire, qui selon Les Échos est lié au déblocage de fonds structurels approuvés par le Parlement européen qui sera financé par tous les États membres. Bercy prévenait déjà que les ministères dont les budgets 2013 sont déjà serrés devront réaliser autant d'économies supplémentaires afin de respecter la stabilité globale des crédits. Cette contrainte s'ajoute aux annonces du plan de pauvreté et à la nécessité de financer les contrats de génération qui font l'objet d'un projet de loi présenté en Conseil de ministres. Le coût du dispositif est estimé à 180 millions d'euros en 2013, à intégrer là encore dans le budget de l'État, au-delà des contrats de génération, nécessiteront jusqu'à 1 milliard. Le ministère français de l'Emploi affirmait que les 20 milliards du plan de compétitivité pourvoiront, relevait le quotidien jeudi, qui avait pour une en tout cas, dépenses publiques, les premiers dérapages. Parlant de chômage, le quotidien Ouest France-Bretagne constatait que le contrat de génération a été lancé. Le journal en veut pour preuve que le gouvernement français a présenté mercredi le contrat de génération, un dispositif de lutte contre le chômage privé.
Nous allons terminer cette seconde partie de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes par la journée de vendredi avec encore quelques journaux français. On va commencer bien sûr avec le quotidien français de l'économie. On en a tellement parlé cette semaine. Les Échos qui parlaient de baisse en vue du pouvoir d'achat des retraités. Ainsi, le journal indiquait vendredi que les salariés du secteur privé ont de fortes chances de voir leur pouvoir d'achat baisser l'an prochain. Les partenaires sociaux qui gèrent les régimes complémentaires Argiro, Arco envisagent en tout cas en effet sérieusement de revaloriser les pensions à un rythme moindre que l'inflation le 1er avril 2013, de même que les années suivantes. Les Échos notaient que ce serait la première fois pour l'Arco qui concerne tous les salariés. Cela va peser sur le pouvoir d'achat, d'autant que tous les retraités seront soumis à compter de 2013 à une nouvelle taxe de 0,3% visant à financer la prise en charge de la dépendance. Libération Champagne, dans sa livraison du jour, nous disait que les seniors ne sont pas oubliés à Noël. Selon le journal, si Noël et la période qui précède sont douloureusement ressentis par les plus âgés, les municipalités de Troyes et de l'agglomération sont aux petits soins par leurs aînés. Sujet que vous devriez trouver en tout cas en pages 10 et 11 du journal. Libération Champagne n'a pas oublié de parler de santé ce vendredi et notait que Marisol Touraine a présenté son plan de bataille contre les déserts médicaux. La ministre française de la Santé a exposé son pacte de territoire santé. Le plan Touraine accorde une large place à la formation des médecins et prévoit un revenu garanti dès 2013 d'environ 4 600 € par mois pour 200 premiers praticiens de médecine générale. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes de cette édition, enfin de ce jour, de ce samedi 14 décembre de l'an de grâce 2012. Gardez le sourire et comme le disait Henri de Poincaré, il faut rire sans être content de rire, de peur de mourir sans avoir ri. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end. À nous revoir forcément la semaine prochaine. Au revoir.